Donc ma session aujourd'hui, on est dans une journée cloud native et je vais vous parler de Kubernetes, d'ARM et du cloud, donc du cloud Oracle. Euh, tout ça dans une session. Alors vous allez penser au départ que c'est trois types de technologies qui sont relativement différentes, qui ont finalement peu de choses à voir les unes avec les autres. Et ce que je vais essayer de faire aujourd'hui pendant la session, c'est de vous montrer qu'en fait ces technologies sont très apparentées les unes avec les autres, qu'elles essayent de résoudre finalement le même type de problème. Et voilà, donc ça va être mon premier but. Mon deuxième but va essayer de vous montrer ce qui est possible aujourd'hui avec des processeurs ARM dans le cloud. Euh, En fait, que les processeurs ARM finalement dans le cloud fonctionnent très très bien et que personnellement j'ai changé d'avis dans les quelques derniers mois où je me suis rendu compte que ben, ils fonctionnaient étonnamment bien et peut-être même vraiment, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de très intéressant aujourd'hui. Euh, donc, euh, pour commencer, donc en fait, quand on parle ma session d'aujourd'hui va parler de Kubernetes, ce sont des processeurs ARM dans le cloud. Et en fait, si on y réfléchit bien, Kubernetes est un type de programme qui permet de faire tourner des applications en fait, qu'on fait tourner dans ce qu'on appelle des containers ou des pods, ça c'est le vocabulaire Kubernetes. On essaie de faire tourner beaucoup d'applications en parallèle à l'intérieur d'une même machine virtuelle ou d'un groupe de machines virtuelles. Et Kubernetes est un système pour faire tourner beaucoup de programmes en même temps. Euh, et en fait, c'est la même chose avec les processeurs qu'on a dans le cloud. Le processeur que je vous montrerai tout à l'heure, c'est un des processeurs, c'est un processeur ARM Ampere, qui est un processeur qui est vraiment designé pour du cloud, qu'on appelle un processeur cloud natif. Ce processeur cloud natif, en fait, est un processeur qui a énormément de cœurs dedans. Et dans chacun des cœurs, on va pouvoir faire tourner une virtual machine. Et dans le processeur ARM dont on verra tout à l'heure, on peut faire tourner à peu près 160 virtual machines par processeur. Alors, c'est aussi un peu le même genre de problème que l'on a dans un data center. En fait, dans un data center, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a ces processeurs qui sont dans des cartes. On a typiquement des dizaines de cartes par armoire qui se trouvent dans le data center. Et on a énormément d'armoires dans ce data center, des centaines ou des milliers en fonction du data center. Donc, en fait, si on veut savoir le nombre d'applications que l'on peut faire tourner à l'intérieur d'un seul data center dans du cloud, ben, c'est la multiplication de tout ça. Donc, Kubernetes typiquement, on parle de 100 ou en fait 110 pods que l'on peut faire tourner dans une seule machine virtuelle. Euh, 110, c'est à peu près 160 pour les processeurs et énormément de machines dans les data centers. Donc on parle de chiffres vraiment gigantesques d'applications qu'on peut faire tourner en parallèle dans un cloud data center. Alors, bon, comme vous voyez, c'est toujours finalement le même jeu. On essaye de faire tourner le plus de choses de façon la plus performante possible. Et ce que je vais essayer de vous montrer, et ça, j'insisterai énormément là-dessus, j'aurai des démos là-dessus à la fin de la présentation, c'est qu'il y a différents types de performances que l'on peut essayer d'atteindre dans du cloud. On peut essayer d'atteindre une performance au niveau du prix, c'est-à-dire que peut-on calculer par euro. Et aussi, on peut essayer d'atteindre une performance par watt ou par kilowatt. Combien d'énergie doit-on consommer pour faire un certain calcul? C'est identiquement le même parallèle que l'on pourrait faire, par exemple, avec une voiture électrique qui fonctionne aussi avec du courant. Donc, en fait, ben, il y a un prix de la voiture électrique et combien de kilomètres va-t-on faire avec cette voiture électrique pour son prix? Mais alors aussi, on a aussi le nombre de kilowatts qu'on va utiliser pour faire un certain nombre de kilomètres. Donc, si on faire 100 kilomètres, combien de kilowatts la voiture va-t-elle utiliser? Et c'est une performance qui est aussi intéressante, qui permet de savoir à quel point la voiture est verte. Et c'est identiquement le même problème au niveau des processeurs. Est-ce qu'on veut un processeur qui est plus vert ou moins vert? Donc c'est vraiment deux types de performances différentes et qui sont toutes les deux bien intéressantes. Euh, Donc, mon agenda aujourd'hui va être ceci. La première partie, je vais vous parler de Kubernetes dans le cloud Oracle, des différentes améliorations que l'on a fait au niveau de Kubernetes récemment,
Donc j'expliquerai ça, je ferai quelques démos. Et puis après, je passerai aux processeurs, aux différents processeurs qui existent dans notre cloud. Je ferai aussi un certain nombre de démos et j'irai plus en détail sur les processeurs ARM Ampere One. Donc, premier sujet, Kubernetes. Donc, Kubernetes est comme je disais, un système qui va permettre de faire tourner sur une machine virtuelle ou un groupe de machines virtuelles un, un certain nombre de containers ou un certain nombre de pods. Et tous ces pods vont fonctionner en parallèle. Alors, pour ceux qui ne savent toujours pas ce qu'est Kubernetes, mais je pense que presque tout le monde connaît ça aujourd'hui, en 2 minutes. Donc, Kubernetes est un projet open source qui permet de faire fonctionner des applications, donc plusieurs applications dans cette machine virtuelle. Ces applications, on les appelle, on dit qu'elles sont elles sont mises en boîte dans un container et voilà, et elles vont tourner ensemble. Alors, les technologies qu'on utilise pour faire tourner Kubernetes, c'est par exemple Docker ou bien Postman. Et on voit ici par exemple Docker qui est une espèce de baleine qui transporte un certain nombre de containers sur lui. Et Kubernetes, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le système qui permet, donc ici on voit un gouvernail, c'est le système qui permet de gouverner le bateau avec tous les containers pour qu'il y ait à bon port et que tout marche convenablement. Donc on appelle ça un système d'orchestration. Alors souvent, l'abréviation de Kubernetes, donc K8S, est synonyme de cloud natif. Aujourd'hui, c'est vraiment la technologie la plus populaire pour faire du cloud natif. Voilà. Et en 2022, Kubernetes est vraiment devenu mainstream. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que il faut retourner dans le passé, il y a 4, 5, 6 ans, il y avait énormément d'autres programmes qui faisaient identiquement la même chose que Kubernetes, d'autres systèmes d'orchestration qui sont malheureusement pour eux tous morts à l'heure actuelle. On peut vraiment dire que Kubernetes a gagné la guerre et donc en gros, il reste plus que ça pour faire de l'orchestration de containers aujourd'hui. Il y a différents use cases que l'on peut utiliser avec Kubernetes, mais en gros, on peut faire tourner tout et n'importe quoi à partir du moment où on arrive à les mettre dans un container. Les mettre dans un container, ce n'est pas nécessairement difficile, c'est juste une habitude à avoir pour pouvoir le faire. On peut faire tourner des batchs, on peut faire tourner des pipelines, on peut faire tourner des programmes avec différents types d'hardware, avec des GPU, des ordinateurs pour de la haute performance, des serveurs web, etc. Alors, donc Kubernetes est comme je disais, un système open source, un programme open source, qui est un des programmes open source qui a grandi le plus rapidement dans l'histoire de l'open source, euh, après non, après Linux. Vraiment, voilà, c'est un projet qui a grandi très vite, qui est devenu très très populaire en très peu de temps. Euh, et on voit ça si on écoute Gartner, en fait, Gartner dit qu'en 2021, il y avait à peu près 40% des entreprises qui faisaient tourner des containers en production. En 2024, il y en aura 75%, et on s'attend qu'en 2026, 90% des entreprises fassent tourner des containers en production. Et donc, bon, ici, c'était pas que Kubernetes, et ici, ce sera vraiment plus que Kubernetes. Donc, vraiment, voilà, c'est une technologie qui est devenue vraiment de plus en plus populaire, donc plus que doublé en moins de 5 ans. Si on regarde dans Slashdot, en fait, on voit qu'il y a plus de 7,1 millions de développeurs qui disent aimer le cloud native, donc ça veut dire plus de 67% en un an. Donc c'est vraiment un énorme succès pour ce type de technologie. Alors chez Oracle, on a un programme qui s'appelle OCI Container Engine pour Kubernetes, qu'on abrévie par OKE, qui est en fait une autre solution pour rendre Kubernetes plus facile à utiliser. Cette solution fait partie d'un groupe de solutions pour faire tourner des applications custom, donc vos propres programmes sur des machines. Alors, quand on fonctionne dans le cloud Oracle, on peut soit louer une machine bare metal, donc une machine physique juste pour vous. On peut louer une machine virtuelle juste pour vous. Ou bien on peut installer son cluster Kubernetes à la main. En fait, ce qui nous intéresse aujourd'hui et sur quoi je vais me focaliser, c'est OKE. Et en fait, on va avoir deux types d'OKE qui ont
qui vont être managés de façon différente et je rentrerai tout à l'heure plus dans les détails. Donc, à quoi ça sert OKE? En fait, OKE, principalement, son but est de réduire le temps d'installation de Kubernetes dans le cloud, de minimiser les efforts des gens qui doivent installer, maintenir et utiliser Kubernetes de telle façon que ce soit plus simple. En fait, il faut bien comprendre que toutes les sociétés ne sont pas grandes et avec des gigantesques services IT. Ces sociétés ne sont pas nécessairement, ne font pas que de l'IT, ils ont d'autres choses qui sont leur business case à faire. Et donc, il n'existait pas des solutions comme OKE pour les aider à utiliser Kubernetes, en fait, il n'y arriverait pas. Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose qui permet d'adopter Kubernetes dans une entreprise sans trop se fatiguer. Évidemment, ça augmente la productivité des développeurs. Alors, le fait que toutes ces installations soient automatisées, ça diminue évidemment le risque, ça augmente la sécurité parce que la sécurité est par défaut et donc voilà, ça rend le service plus facile à utiliser. La caractéristique principale de OKE est que c'est un service qui est conforme aux certifications et aux standards Kubernetes. Donc, il existe un standard Kubernetes qui a été créé par le CNCF, qui est l'instance qui maintient ce standard. Et OKE est vraiment, euh, on essaie d'avoir OKE le plus standard possible. C'est vraiment le but. OKE répond à ce standard-là, répond à aussi d'énormément d'autres standards, dont j'en montrerai certains autres tout à l'heure. Mais vraiment, le but est d'avoir un Kubernetes le plus standard possible. Le but de ça, c'est vraiment d'avoir que si on trouve un container quelque part sur Internet, on peut l'utiliser. Si on trouve une extension de Kubernetes sur Internet, on peut l'utiliser. On a un Kubernetes tout à fait normal. Alors autour de ça, on a essayé de rajouter un certain nombre de features qui rendent OKE plus facile à utiliser, plus performant, mais bon, qui rajoutent de la valeur ajoutée, mais qui le gardent le plus standard possible. Donc, on a ce genre de choses. Par exemple, euh, OKE, vous pouvez choisir au moment où vous l'installez le type de management que vous allez faire. Est-ce qu'il est plus ou moins managé par Oracle? De quoi vous êtes responsable et ce qu'Oracle va faire automatiquement pour vous. L'élasticité de votre cluster Kubernetes peut être managée automatiquement par Oracle ou par vous ou via des programmes que vous installez, des programmes custom. Il est aussi, par défaut, OKE est hautement disponible. Ça veut dire que euh, OKE va être, on verra ça dans les démos, OKE va être installé dans différentes parties. Vos virtual machines qui vont faire tourner Kubernetes vont être installées dans différentes parties du data center qui utilisent différentes sources d'électricité, différentes sources de réseau, de telle façon que si par malheur une partie du data center tombe pour une raison, un problème physique, ben, votre application continue à fonctionner sans problème. Le prix est aussi relativement intéressant. Il n'y a pas de surcoût à utiliser OKE, donc OKE est un service gratuit. En fait, ce qu'on paye pour utiliser OKE, c'est les machines virtuelles sous lesquelles tournent vos containers ou vos pods. Et donc, on paye simplement les machines virtuelles sur lesquelles ça tourne. Si vous utilisez déjà du cloud Oracle, vous savez probablement que une machine virtuelle chez nous coûte entre 40 et 50% price list, moins cher que les machines virtuelles chez nos concurrents. Donc le prix est vraiment très bon marché et le support est aussi inclus. Alors, au niveau sécurité, le OKE vous permet d'avoir des clusters qui sont visibles sur Internet, mais ils peuvent être aussi complètement privés dans votre réseau privé, sans aucun accès à Internet. Il existe aussi une registrie dont je parlerai tout à l'heure. Alors tout est encrypté par défaut. Euh, donc c'est voilà, c'est comme ça. Il est possible aussi de scanner les images et les containers que vous allez déployer sur votre serveur Kubernetes, de telle façon de voir s'il existe des problèmes de sécurité ou des vulnérabilités qui ont été dans les librairies que vous utilisez dans vos containers.
question de voilà, de pas avoir de problème de sécurité. C'est aussi un service gratuit comme tous les services qui sont ici. Et OKE est conforme à différents autres standards, ceux de la NSA, du département de la Défense aux États-Unis, des soins de santé, etc. Alors tout à l'heure, je vous expliquerai différentes façons de déployer Kubernetes. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il y a moyen de déployer Kubernetes avec des ordinateurs haute performance, des GPU, des processeurs ARM et différentes autres façons d'avoir des machines virtuelles. Alors OKE n'est pas seulement disponible dans le cloud public. Il est disponible dans toutes les régions du cloud Oracle, mais aussi dans les régions dédiées. On a de plus en plus de clients, et même relativement beaucoup de clients maintenant, qui ont leur propre région dédicacée. Et donc OKE est disponible dedans. Il est aussi possible, et ça a été annoncé récemment, d'avoir OKE dans un seul rack, donc une seule armoire rack que vous pouvez avoir dans votre data center, donc un cloud at customer, donc une partie de notre cloud chez vous qui prend une seule armoire. Et dans ce compute cloud at customer, ce qu'on peut principalement faire, c'est faire tourner des machines virtuelles, un peu comme VMware le fait, et aussi faire tourner un service OKE pour faire tourner Kubernetes. Il est possible d'étendre Kubernetes avec d'autres services OCI, mais voilà, j'aurais pas le temps de parler de ça aujourd'hui. Donc, euh, voilà, au-dessus de ce OKE qu'on a essayé de rendre le plus standard possible, récemment, on a aussi rajouté un certain nombre de features qui essayent de rendre l'utilisation de Kubernetes plus facile dans le cloud. Donc, la première étant les nœuds virtuels. Donc, les nœuds virtuels permettent d'avoir un Kubernetes que l'on doit manager un peu moins. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en fait, dans le OKE que l'on avait, le seul type d'OKE qu'on avait avant, en fait, une partie était managée par Oracle, c'est-à-dire toute la partie management qu'on appelle aussi control plane. Et donc, ce control plane était installé par Oracle, upgradé par Oracle, managé complètement par Oracle. Euh, L'autre partie où vous faisiez tourner vos containers, en fait, vous installez vos pods et toutes les choses qui vont dedans, euh, est écrit automatiquement, mais par contre, vous étiez responsable de l'upgrade de ces machines virtuelles sur lesquelles tournaient vos containers. Alors, ça veut dire l'upgrade de Kubernetes, ça veut dire aussi le fait que, il y a un certain nombre de machines physiques et il faut gérer la scalabilité, l'élasticité de ces machines, aussi le patching de l'operating system. Dans le cas des virtual nodes, en fait, dans le cas de ces nouveaux virtual nodes, le control plane est aussi managé par Oracle, mais l'upgrade de Kubernetes est fait par nous, l'upgrade de l'operating system est fait par nous, le scaling est fait par nous. Donc il y a juste qu'à utiliser des pods et utiliser ce serveur Kubernetes. Il n'y a pas nécessairement de bon choix entre les deux. Certains clients ont besoin d'accéder à route pour faire des choses bien particulières dans les managed nodes. Certains clients n'ont pas envie d'utiliser des virtual nodes. Donc, en fait, bon, en fonction de vos besoins, on choisit vraiment le bon type de serveur à utiliser. Alors voilà, démo. Donc, je vais vous montrer ça en réalité si j'arrive à voir si je suis toujours logué. Oui. Donc, j'espère que vous voyez mon écran. Donc, en fait, ici, je suis dans le cloud Oracle, je suis logué. Euh, et si je vais dans le menu qui est ici au-dessus, je vais pouvoir voir la liste des différents services qu'on a dans notre cloud. Bon, je ne vais pas avoir le temps d'aller dans beaucoup de choses, mais principalement, si je vais dans les développeurs services, je vois qu'on a deux services. Les services OKE Cluster et les containers registry qui sont principalement les deux qui nous intéressent aujourd'hui. Il y en a énormément d'autres. Christophe Pruvot, tout à l'heure, va vous parler des containers instance. Voilà, il y a beaucoup d'autres choses. Les deux qui nous intéressent, c'est la Container Registry qui permet de stocker des images. Donc, c'est une espèce de gros serveur FTP sur lequel on va stocker les images des containers Docker euh, avant de les faire tourner pour du vrai. Et en fait, le cluster Kubernetes, c'est le runtime, c'est les machines qui vont
nous faire tourner euh, nos containers. Alors, ce que j'ai ici, ben, j'ai déjà deux installations. J'ai une installation ARM, une installation AMD avec deux clusters qui sont créés. Ce que je vais vous montrer, c'est comment créer un cluster. Donc, créer un cluster, c'est relativement facile. Si je clique ici sur le bouton Create, j'ai deux choix. Donc, ou bien un choix complètement custom où j'ai le choix de faire énormément, où j'ai beaucoup d'options, je peux choisir exactement comment ça va s'installer, ou bien une façon relativement rapide, ce que je vais faire maintenant, qui va me créer un cluster Kubernetes avec tout ce qu'il a besoin, c'est-à-dire des objets réseau, le cluster Kubernetes en lui-même et aussi les machines virtuelles bon, qui s'appellent des worker nodes dans le vocabulaire Kubernetes, et un node pool, c'est le groupe de machines virtuelles. Donc voilà, donc si je clique simplement sur Submit, la première chose qu'il me demande, c'est un nom pour ce cluster Kubernetes. Donc je vais mettre Cloud Days. Je peux choisir où on va l'installer. Je peux choisir la version. Alors, ce qu'il faut savoir pour les versions de Kubernetes, c'est qu'il y a à peu près une nouvelle version tous les 4 mois. Il y a une nouvelle version qui sort tous les 4 mois et Kubernetes n'est supporté que, il n'y a que 3 versions de Kubernetes qui sont supportées en un an. Donc, c'est-à-dire que toutes les années, minimum toutes les années, il faut faire une upgrade de Kubernetes. Donc, c'est quelque chose d'important à savoir quand vous allez faire les choix qui sont ici en dessous. Donc, ici, voilà, c'est la dernière version qui est disponible ici dans OCI. Et puis, quand on choisit ça, on a deux choix possibles. Est-ce qu'on veut que le cluster Kubernetes soit gérable via Internet, via une clé SSH, via Internet, en fait, une clé de sécurité et Internet? Ou bien que ce cluster Kubernetes ne soit accessible de nulle part et seulement de votre réseau privé. Alors bon, c'est un choix. Et alors ici, les deux choix dont je parlais tout à l'heure, donc, est-ce qu'on veut un cluster Kubernetes qui est managé par Oracle et seulement une partie managée, c'est-à-dire le control plane et le management du serveur, mais par contre, vous managez vous-même les machines virtuelles, ou bien vous voulez un serveur qui est managé complètement pour vous et vous occupez seulement d'installer des pods. Donc ça, c'est un choix à faire. Je vais commencer par l'utilisation du cluster Kubernetes Manage. Alors, quand on choisit un cluster Kubernetes Manage, ça n'empêche pas malgré qu'on a choisi qu'il soit accessible via Internet, donc on puisse le contrôler via Internet, on peut aussi décider que les machines virtuelles n'aient pas d'adresse IP publique, et donc ne soient pas accessibles, elles, via Internet, peut-être via d'autres services. Donc on choisit accessible via Internet ou pas accessible via Internet. Et puis, on peut choisir le type d'hardware qui va faire tourner ce cluster Kubernetes. Alors, il y en a beaucoup. Il y a des machines physiques, des machines d'Ensio, donc, qui sont pour de la haute performance, des GPU, des machines ARM, des machines AMD, des machines Intel, etc. etc. Alors, si je garde ceci, donc une machine flex, ce que vous pouvez voir qui est intéressant, c'est que, en fait, on peut choisir le nombre de CPU exactement le nombre de CPU que l'on veut, et aussi la quantité de mémoire indépendamment. Alors pourquoi ça? Ben, en fait, tout le monde n'a pas la même application, ou même vous avez peut-être plusieurs applications qui ont des besoins différents, et ben, en fait, de temps en temps, on a des applications qui ont besoin de beaucoup de CPU et peu de mémoire, ou bien de temps en temps, on a besoin d'applications qui ont besoin euh, oui, de peu de CPU et de beaucoup de mémoire, donc exactement le contraire. Et donc en fonction de ça, on va avoir accès au réseau, etc. Euh, Vu qu'on va gérer la machine Linux qui va se trouver derrière, on peut aussi choisir la version de l'operating system. Ici, Linux 7, Linux 8, et Linux 7 est aussi possible. On peut choisir le nombre de machines virtuelles qui vont faire tourner Kubernetes. Souvent, on a choisi 3 pour des questions d'haute disponibilité. Alors, simplement, après, on pousse Next. Et ici, il me résume la liste des choses qui va se passer si je crée mon cluster Kubernetes. En fait, si je clique ici sur Create, il va me le créer. Alors, j'ai une autre option qui est ici, Save as a Stack. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer un fichier Terraform. Un fichier Terraform qui va me permettre d'utiliser de l'automatisation, de l'infrastructure as code. Donc, ce fichier Terraform, c'est un script que je vais pouvoir utiliser pour recréer plusieurs fois ce que je viens de faire ici dans le Wizard. Donc, par exemple, recréer la même chose en développement, en test, en production.
et aussi d'avoir un script qui va me permettre, dans le futur, quand si j'ai un problème ou je me souviens plus comment le cluster a été créé, d'avoir de la documentation sur, voilà, ce que ce cluster contient et les settings qu'on avait utilisés pour le créer. Alors, une deuxième façon de créer ce cluster Kubernetes, ben, c'est d'utiliser des virtual nodes. Et à partir du moment où on met des virtual nodes, ben, il y a un peu moins de choix. On a juste quelque chose de sécurité à faire, mais finalement, la seule chose qu'on doit faire, c'est choisir le nombre de machines virtuelles qui vont être utilisées dans notre cluster, le type de pod, et puis c'est tout, et on peut créer ce cluster. Donc, voilà. Donc, ici, j'en ai déjà deux qui sont pré-créés. J'ai un cluster ARM, un cluster AMD. Celui-ci, ils sont, comme vous allez voir, c'est tous les deux les mêmes. Donc, celui-ci, c'est un cluster qui utilise un autre pool qui est managed. Donc, il y a deux worker nodes. Et en fait, c'est des machines sur lesquelles je vais pouvoir me loguer avec root si je veux. Donc, ça, c'est le premier type. Euh, le deuxième type, c'est ici pour mon cluster AMD, c'est un autre pool qui est virtuel et donc en fait qui va être managé automatiquement par Oracle. Et comme vous le voyez ici, automatiquement aussi, ce qu'il va faire, c'est que il va placer les machines dans différentes parties du data center pour éviter que si un nœud tombe, ben, que les autres nœuds puissent survivre avec des sources de courant et de réseau différentes. Donc voilà pour la démo, ma première démo. Euh, donc, euh, oui, qu'est-ce qu'on a vu? Ben, en fait, on a vu que, il y avait deux types de serveurs OKE. Un avec lequel on devait encore faire un certain nombre de choses qui était semi-managed, mais c'est un bon choix pour certains utilisateurs. Et une version d'OKE qui est aussi gérée complètement par Oracle. Alors, il y a aussi quelques petites différences entre ces deux versions. Ici, en fait, chacun des pods va recevoir une adresse IP dans le cloud. Et donc, ça va permettre aussi d'utiliser des features de sécurité pure cloud. Par exemple, le fait de rajouter des firewalls virtuels devant chaque machine, chaque IP, et donc de pouvoir limiter le trafic de façon complètement automatique et à grande échelle. Donc, voilà. Il y a quelques petites features de sécurité supplémentaires. Et il y a aussi une différence au niveau du pricing. Donc, en fait, qui est assez subtil. Donc, à partir du moment où vous avez des serveurs qui sont managés, ce que vous faites, c'est qu'en fait, vous réservez un certain nombre de machines virtuelles. Ces machines virtuelles ont du CPU et de la mémoire. Et en fait, vous payez pour ces machines virtuelles, pour cette mémoire qui sont utilisées. Donc, en fait, que ces machines soient pleines ou que ces machines soient vides, euh, le, vous payez pour ces machines virtuelles. Si à un moment donné, vous avez beaucoup de pods qui tournent à l'intérieur de ces machines virtuelles, vous allez aussi peut-être voir les machines virtuelles qui deviennent un peu lentes et peut-être vous allez devoir mettre des choses en place du style de l'autoscaling, rajouter des VM, voilà, faire des choses manuellement. Dans le cas des virtual nodes, en fait, on spécifie le CPU et la mémoire dans la spécification du pod. Et en fait, vous ne payez que pour la mémoire et les CPU utilisés par les pods. Donc en fait, automatiquement, ça va scaler. S'il y a peu de pods qui tournent, ben, en fait, vous payez que pour ces peu de pods qui tournent. S'il y a beaucoup de pods qui tournent, ben, vous payez pour ces beaucoup de pods qui tournent. Il n'y a pas de gestion de l'élasticité à faire, pas de gestion de machines virtuelles à faire. Donc c'est plus facile. Donc vraiment, voilà, une différence au niveau de la façon dont c'est pricé. Au niveau de l'upgrade, les nœuds virtuels utilisent une upgrade qui va essayer de rendre le cluster Kubernetes opérable pendant tout le cycle de l'upgrade. Et pour ça, ce qu'ils utilisent, c'est un concept Kubernetes qui s'appelle le Pod Description Budget, qui est en fait une définition de comment chaque application doit se comporter pendant une upgrade, une modification du nombre de nœuds dans l'installation Kubernetes, question que les applications restent disponibles. Et donc, voilà, l'upgrade va se faire complètement automatiquement. Il va upgrader le control plane et tout le reste de façon transparente. Alors, il y a quelques autres petites améliorations qui ont été aussi rajoutées dans Kubernetes.
Par exemple, l'add-on Lifecycle. Donc, si je retourne dans mes clusters de tout à l'heure, donc si je vais dans mon cluster ARM, je vois en fait qu'il y a ici des add-ons. Et donc, avec un certain nombre d'add-ons qui ont déjà été installés, et ce que je peux faire, c'est que je peux manager les add-ons. Donc, ces add-ons sont des extensions de Kubernetes qui vont être gérées par OKE. Et je peux, si je choisis une extension, si elle est enablée, choisir que les upgrades se font automatiquement ou choisir une version particulière. Donc, ça rend l'installation, on va dire, de programmes classiques ou d'add-ons classiques de Kubernetes plus facile. Euh, oui, alors je vais essayer de trouver. Hop, c'est la présentation, si je veux bien. Ouais. Et puis, alors aussi quelque chose d'autre au niveau de la sécurité. En fait, à l'intérieur des nouvelles versions de Kubernetes, il est possible de donner des droits à un pod en particulier. Alors, au début, c'est un peu contre-intuitif, mais finalement, je vais essayer de vous expliquer ça en deux, trois mots. Donc, imaginez que votre application, votre pod, votre application doit accéder à d'autres services à l'extérieur. Ben, classiquement, on doit stocker à l'intérieur de Kubernetes un username password, peut-être qu'on appelle un secret dans Kubernetes. Si on ne veut pas le stocker dans un secret, il faut le stocker dans un vault. Mais pour accéder à ce vault, il faut aussi avoir des droits, peut-être aussi avec un username password. Donc, c'est finalement assez difficile à gérer. Il y a des username password qu'il faut gérer. Voilà, c'est un peu compliqué. En fait, ce que l'on peut faire avec les workload identity, c'est qu'on peut, avec une commande un peu comme celle-ci, donner le droit à un pod, donc à un seul pod ou un groupe de pods, euh, d'accéder à certains objets, de faire des appels API dans le cloud. Et à partir du moment où ce droit est donné, quand ce pod va essayer d'accéder, par exemple ici à de l'object storage ou un système de stockage, ben, il va être automatiquement logué. Il ne va pas devoir donner de username password. Donc ça va permettre de ne pas devoir gérer ces username password, de ne pas devoir de temps en temps les modifier parce que en fait, les username password, idéalement, il faut les modifier tous les X mois. Donc voilà, ça va rendre la gestion du cluster Kubernetes plus facile et la gestion de la sécurité un peu meilleure. Alors, il y a aussi d'autres petites améliorations. On a rajouté un SLA, donc c'est-à-dire que si le cluster OKE est down pendant un certain temps, en fait, on est responsable et donc vous êtes remboursé et vous êtes aussi remboursé d'une somme additionnelle. On a aussi rajouté un certain nombre de types de machines physiques qui permettent de faire tourner OKE. Et donc, par exemple, des machines préemptibles, c'est des machines en fait que personne n'utilise. Donc, vous pouvez démarrer un certain nombre de CPU utilisés par personne, qui vous coûtent 50% moins. Mais si quelqu'un d'autre, à un moment donné, en a besoin, vous prend d'autres, a besoin de toutes les machines dans le cloud, ben, finalement, vous allez être éjecté. Donc, vous payez moins, mais bon, si la machine n'est plus disponible parce que d'autres personnes veulent l'utiliser, ben, en fait, vous la perdez, mais vous avez payé moins pendant ce temps-là. Donc par défaut aussi, maintenant le nombre de nœuds du cluster Kubernetes est 2000 et il peut être aussi modifié si on veut. Donc ça, c'était ma première partie. C'était ma partie sous Kubernetes. Donc Kubernetes nous permettait de faire tourner beaucoup d'applications dans une seule machine virtuelle. Et ici, nous avons un processeur qui, lui, va faire tourner beaucoup de cœurs. Et chacun des cœurs va faire tourner une machine virtuelle. Alors, bon, dans les processeurs qu'on peut faire tourner sur le cloud Oracle, bon, on en a un certain nombre de différents, que ce soit des processeurs AMD EPYC, des processeurs Intel Xeon, des cartes GPU NVIDIA, et aussi dont je vais parler en détail tout à l'heure, des processeurs Ampere ARM. Bon, pour toutes ces shapes, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir des shapes, comme j'ai montré tout à l'heure, flexibles, où on peut choisir le CPU indépendamment de la mémoire. On essaye aussi d'avoir de la sécurité qui est built-in pour rendre les machines les plus indépendantes les unes des autres. Et on- notre cloud a été vraiment designé pour de la performance, c'est-à-dire pour avoir un accès rapide réseau, avoir un accès rapide au disque dur, avoir un CPU le plus performant possible. Donc vraiment, notre cloud est designé et fonctionne comme ça pour de la sécurité et de la performance. Donc, il existe
euh, des tas de choses à l'intérieur de ce type de machine, de ce type de processeur, des tas de choses que l'on peut faire pour tous ces types de processeurs. On peut avoir soit une machine physique ou en fait une carte avec une carte mère avec un processeur pour soi tout seul, ou bien on peut avoir des machines virtuelles flexibles, on peut avoir aussi énormément d'autres façons de pouvoir utiliser des VM pour moins cher pendant une petite période de temps, d'avoir des options de sécurité supplémentaires. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Mais on a toutes sortes de choses. Et est-ce que les gens cherchent vraiment donc cette flexibilité de pouvoir utiliser ce qu'on veut quand on en a besoin et payer pour seulement ce qu'on utilise, d'avoir quelque chose de simple. Donc en fait, on a finalement peu de types de CPU et pour chaque type de CPU, on a des formes flexibles. Donc le choix est relativement simple. On peut encore le changer dynamiquement si on veut par après. Par défaut, c'est la sécurité est notre priorité numéro un et ces CPU sont très performants. Donc, comme je disais, les FlexShape, voilà, c'est une feature importante pour nous. Ici, par exemple, on voit qu'il est possible d'avoir une instance OCI flexible avec, par exemple, 12 cœurs et 36 Go de RAM, à contrario de ce qui existe dans d'autres clouds où les shapes ne sont pas flexibles et de temps en temps, vos machines sont sous-utilisées. Donc, Euh, donc, retour dans le passé. Euh, En fait, donc, je vous ai montré, bon, il existe différents types de CPU qu'on peut utiliser dans notre cloud aujourd'hui, mais dans le passé, il en existait d'autres. Il existait des processeurs Spark qui tournaient sur Solaris. Il y avait des processeurs MIPS. Il y a toujours des processeurs x86. Il y a toujours peut-être un tout petit peu des processeurs PowerPC Titanium, mais en fait, une grosse partie de ces processeurs ont malheureusement disparu aujourd'hui. Et il reste aujourd'hui les processeurs x86 qu'on utilise beaucoup dans du cloud, les fameux GPU dont on parle tout le temps pour faire de l'intelligence artificielle, voilà, NVIDIA par exemple, et, euh, et surtout les processeurs ARM. Alors, en fait, vous allez me dire, oui, les processeurs ARM, oui, mais les processeurs ARM, c'est en fait ce qu'on a le plus. Tout le monde a un téléphone portable, qui soit Android, qui soit un iPhone, que ce soit un iPad. En fait, là-dedans, on a un processeur ARM. Donc, tout le monde a un processeur ARM chez lui. En fait, même plusieurs processeurs ARM chez vous, parce que tous les gens de la famille ont un processeur ARM ou un téléphone. Et alors, il y avait enfin, voilà, beaucoup de types de processeurs ARM. Un des processeurs RM qu'on oublie souvent, c'est les petits Raspberry Pi. Donc ici, j'ai un espèce de micro-ordinateur Raspberry, quelque chose de très intéressant qui existe depuis relativement longtemps, qui est un petit ordinateur qui a un certain nombre de caractéristiques. Ben, il est petit. Il consomme très peu comme votre téléphone parce que, comme vous savez, votre téléphone, aussi, plus la batterie dure longtemps, mieux c'est. Donc c'est la même chose pour tous les processeurs ARM, donc ils doivent consommer relativement peu. Donc Raspberry, ça veut dire framboise. Et bon, voilà, quelque chose de très, que beaucoup de développeurs aiment bien. Et enfin, c'est quelque chose aussi qu'on on aime depuis longtemps chez Oracle. Donc, en 2019, pour Open World, certains de mes collègues avaient créé le plus grand ordinateur Raspberry Pi qui existait à l'époque, et je pense qu'il est toujours le plus grand actuellement, qui contenait 1050 ou 1060 Raspberry Pi, donc avec des processeurs ARM, qui tournaient dans 4 racks. En fait, on en voit deux ici, mais on en a encore deux derrière, et qui utilisaient finalement peu d'électricité avec 25 alimentations USB pour alimenter tous ces Raspberry Pi. Et en fait, c'est à la taille d'une cabine téléphonique londonienne. Voilà, bon, c'était un peu leur idée. Et tout ça tenait avec de l'impression 3D pour, voilà, pour tenir les Raspberry Pi. Ici, on voit mon ancien collègue Richard Pitts qui est vraiment très content devant son ordinateur Raspberry Pi et voilà, qui en fait des calculs pour trouver des extraterrestres avec le programme SETI. Donc après ces années de bricolage, avec les processeurs ARM, on est passé à quelque chose un peu plus sérieux, avec les processeurs Ampère Altra, qui sont on peut dire, d'après Ampère, les premiers processeurs qui sont cloud natifs. Donc c'est des processeurs qui essayent de faire des choses légèrement différemment, qui sont designés pour fonctionner dans le cloud.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un processeur qui est hautement prédictible question performance. Donc, en fait, avec une vitesse qui ne dépend pas de ce que les autres utilisateurs dans le cloud font, qui est hautement élastique, ou est vraiment fait pour avoir plusieurs cœurs qui fonctionnent ensemble, euh, et qui, comme tous les processeurs ARM, votre téléphone, par exemple, est très efficace au niveau énergétique. Alors, pour ça, ils ont fait un certain nombre de changements par rapport au paradigme classique. C'est-à-dire que chaque cœur à l'intérieur du processeur fait tourner un seul thread, question qu'on n'ait pas de voisins qui nous ennuient à côté. On essaie d'avoir un maximum de cœurs à l'intérieur d'une même puce. Donc, voilà, j'irai là tout à l'heure. En fait, pour l'instant, au moment du slide, il y en avait 80, mais finalement, c'est passé à 160 et à 192. Aussi, chaque processeur a une cache légèrement plus importante, une cache mémoire légèrement plus importante, ce qui leur permet d'avoir un programme qui de temps en temps fonctionne plus vite, démarre plus vite, et donc d'avoir une latence légèrement inférieure. Alors donc, le processeur Ampère Ultra, donc comme vous voyez, c'est aussi une grille de cœur. Et ce qui est intéressant de voir là-dedans, bon, il fonctionne à du 3 GHz, etc., c'est que Euh, il y a des features exprès pour essayer d'avoir le réseau le plus efficace possible dans ce cluster ARM pour que les cœurs puissent dialoguer le plus rapidement entre eux. Alors, comme je disais tout à l'heure, chaque cœur est unique. Ce n'est pas des cœurs avec deux threads comme c'est le cas sur les processeurs ARM, sur les processeurs AMD et Intel. En fait, dans certains clouds, il est possible de louer simplement un seul virtual thread. Le problème, c'est que les deux virtual threads dans un corps partagent énormément de choses. Et si vous n'avez pas de chance, en fait, si un utilisateur utilise son virtual thread à fond, le deuxième utilisateur en fait pourra plus rien faire avec son cœur parce qu'en fait, toutes les ressources seront pompées par celui qui utilise son virtual thread à fond. Et donc, c'est ce qu'on appelle le problème des noisy neighbors. Euh, et le processeur ARM a été complètement designé pour éviter ce problème, pour simplement qu'il n'existe plus. Alors, dans le cloud Oracle, les processeurs Ampère sont des processeurs Ampère 1 si on prend une carte mère, contiennent 160 CPU et 1 giga de RAM pour cette carte mère. Il est possible de créer des machines virtuelles qui possèdent entre 1 et 80 CPU, avec un certain nombre de RAM, et le prix est très bas. Donc le prix est de 1 cent par CPU par heure, c'est vraiment très très bas. Le prix de la mémoire, par contre, est identiquement le même que sur Intel et AMD, donc ici on est vraiment à un prix relativement identique. Alors, intéressant, si vous voulez l'essayer, en fait, sachez que pour tous les tenancy Oracle gratuits, donc les tenancy free, si vous en prenez un gratuit, ou votre tenancy de votre société, 4 cœurs et 24 gigas de RAM sont disponibles, les premiers 4 cœurs et les premiers 24 gigas de RAM sont disponibles gratuitement tout le temps. Donc, c'est pas limité à un mois, c'est pas limité dans le temps. Donc, si vous voulez tester, ben, ça ne va rien vous coûter. Si vous voulez utiliser ça pour vos hobbies, voilà, ça va rien vous coûter. Vous allez voir pendant les démos tout à l'heure que 4 cœurs, 24 gigas, c'est costaud. Alors, l'operating system que l'on peut utiliser, c'est du Oracle Linux 7, Oracle Linux 8 et de l'Ubuntu. Alors, démo. Donc, bah, voilà, en fait, vous allez vous dire, oui, mais bon, moi, j'ai déjà fait des migrations il y a très longtemps, de Spark vers Intel, et la migration d'un processeur à un autre, bon, ouais, c'est pas facile, hein. Finalement, bon, ouais, dites que bon, finalement, c'est bien, mais c'est pas facile. Et c'est personnellement ce que je pensais aussi avant, mais j'ai changé d'avis. C'est-à-dire que quelque chose que j'avais complètement sous-estimé, c'est que l'operating system que l'on utilise sur ARM et l'operating system que l'on utilise sur x86, c'est le même. Donc on parle de Linux. C'est le même Linux. Et donc finalement, il n'y a pas vraiment de changement d'operating system à faire. Donc beaucoup de choses fonctionnent de la même façon.
Donc, si j'arrive à sortir de là. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que, donc ici, on a une machine x86 qui fait fonctionner mon cluster Kubernetes. Et en fait, juste avant la démo, j'avais donc fait kubectl getpods qui me montrait la liste des containers qui tournent actuellement dans mon cluster ARM Ampere. Et comme vous voyez, ben, il permet de faire tourner beaucoup de choses. Il permet de faire tourner du .NET, il permet de faire tourner du MySQL, du NoSQL, de l'OpenSearch, du Go, du Java avec de l'Elidon, avec du JDK, avec du Micronaut, avec du GraalVM natif, aussi du JDK et du GraalVM normal. Il permet de faire tourner du Tomcat, il permet de faire tourner du Node.js, il permet de faire tourner de l'ORDS, donc pour Apex, de faire tourner du PHP, du Python, etc., etc. Donc tout ça marche très bien. Donc tout ça marche très bien sur de l'ARM. Alors bon, vous allez me dire, ouais, d'accord, mais bon, finalement, c'est compliqué de faire ça parce que bon, j'ai un programme qui a été fait pour x86 et il va falloir le modifier quand même pour le faire tourner sur l'ARM. Donc je vais vous montrer un exemple d'un programme de container Docker Java Spring Boot qui fonctionne sur ARM. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut changer? Ben, en fait, moi ici j'ai mon programme, mon Docker Java Spring Boot. Et en fait, ben, il y a un certain nombre de fichiers dedans. Et si par exemple je prends le fichier Dockerfile, ben, en fait c'est un petit fichier Dockerfile. Et vous allez me dire ben, quelle est la différence avec l'x86 Intel AMD? Ben, en fait, il n'y en a pas. C'est le même fichier parce que ben, en fait finalement on est sur le même Linux et donc tout fonctionne de la même façon. C'est la même chose. OK? Alors, si vous dites, bah oui, quand on va déployer dans Kubernetes, que c'est différent, bah non. Même chose, même fichier Kubernetes, c'est identiquement le même, il n'y a pas de différence. Alors, oui, mais bon, pour compiler le programme en Java, on va utiliser Maven. Est-ce que le fichier Maven est différent? Bah non, non plus. C'est le même fichier Maven pour faire tourner Spring Boot 4 là. Et puis, ben, le programme Java, est-ce qu'il est différent? Non. C'est le même programme Java. Même programme Spring Boot. Donc en fait, il n'y a aucune différence entre ce programme qui fonctionne sur ARM et le programme qui fonctionne sur AMD. C'est identiquement le même. Il n'y a vraiment aucune différence. Vous allez me dire, ouais, mais bon, Java, c'est portable, etc., etc. C'est plus compliqué pour le reste. Ouais, mais je vais vous montrer autre chose. Donc en fait, ce que j'avais démontré l'année passée, c'est aussi iStarter, qui est un programme qui permet d'avoir des exemples pour tout type d'infrastructure dans le cloud Oracle. Et en fait, vous voyez, quand on est dans x86, on peut faire énormément de choses avec énormément de types de déploiements différents, du Kubernetes, du Container Instance, etc. Beaucoup de types d'interfaces utilisateurs, beaucoup de types d'exemples avec différents types de back-end, différents frameworks Java, différentes bases de données, etc. Et ben, si on fait, enfin, si je passe vers Ampère, ben, je peux faire la même chose. Alors, oui, mais vous allez dire, oui, mais oui, il y a beaucoup de différences entre ça et AMD. Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que, oui, en fait, il n'y en a pas. Je pense que s'il y a des différences entre tous ces programmes et la version x86, il y a peut-être deux petites différences. C'est tout. Tout le reste est identiquement la même chose. Alors, vous allez me dire, c'est magique. Ben, c'est pas possible. Mais, en fait, c'est pas si magique que ça, parce que ce qu'on oublie beaucoup, c'est ça. En fait, depuis longtemps, beaucoup de développeurs utilisent des processeurs ARM chez eux pour faire fonctionner le Raspberry Pi. Et en fait, depuis longtemps, Linux fonctionne très bien sur ARM, fonctionne très bien sur Raspberry Pi. Et en fait, Ampère ici profite tout à fait du fait que les Raspberry ont créé le chemin avant eux et ont fait que, ben, en gros, tout Linux fonctionne parfaitement sur les processeurs ARM. Alors, bon, voilà. Maintenant, vous allez dire, ouais, bon, mais est-ce que tout ceci, bon, c'est bien, ça marche bien, mais bon, combien ça coûte, hein? Donc, on va retourner un peu dans les slides, si il veut bien. On va retourner un peu dans les slides. Donc comme je disais, on peut faire tourner vraiment tout et n'importe quoi sur notre processeur Ampère. Ça marche très bien. Et aussi au niveau question performance. Donc, bah, qu'est-ce qu'on a au niveau performance? Et intéressant à voir, c'est que les processeurs Ampère ont une bonne connexion entre eux. Donc, la partie réseau qui
lie 2 nœuds, enfin la connectivité entre deux corps est très bonne, elle a vraiment été faite pour ça. Et donc, il scale linéairement pour, euh, quel que soit le nombre de CPU, avoir de plus en plus de puissance, ce qui n'est pas du tout le cas des processeurs AMD et Intel qui à un moment donné commencent à saturer si on utilise trop de cœurs en même temps. Alors, aussi question prix. Alors ici, il faut bien faire attention que on parle de 16 threads. Et quand on a 16 threads, moi je trouve que c'est un peu contre-intuitif. Mais en fait, finalement, c'est la réalité. Les processeurs Ampère, avec un certain nombre de threads, ont par cœur une performance légèrement supérieure. Ce qui n'est pas le cas quand il y a en fait un seul thread. C'est légèrement inférieur. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, si je passe vers les prix, on compare ça comment? Donc, en fait, le prix d'un CPU Ampère, c'est 0,1. Le prix d'un CPU AMD, c'est 0,25. Le prix d'un CPU Intel, c'est 0,4. Alors bon, ici, on compare un peu des pommes et des poires parce que ici, on a seulement un seul thread. Dans le cas des AMD et des Intel, il y en a deux. Donc, il faudrait peut-être comparer ces deux-là. C'est les prix par thread. Ce qui est vrai et pas vrai parce que si on a besoin d'un seul thread, finalement, un CPU Ampère coûte moins cher. Si on a besoin de beaucoup de threads, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les processeurs commencent à marcher mieux en parallèle. Donc voilà, ça marche bien. Alors, vous allez me dire, oui, question performance, ça donne quoi? Donc, juste avant la session, j'avais testé différentes URL que j'avais tout à l'heure. Donc, en fait, on voit que les résultats pour les processeurs Ampère, bon, les résultats des queries pour les processeurs Ampère et pour les processeurs ici AMD sont identiquement les mêmes. Et en fait, j'avais aussi lancé un test de performance où j'attaque 500 fois la même API dans les différents langages. Et bon, le temps correspond au temps euh, du programme exécuté, aussi au temps des différents reverse proxy qui sont attaqués quand on utilise Kubernetes. Mais bon, voilà, ici on a une performance de 8 secondes, 7,6, 7,5 pour du GraalVM natif, 7,1 avec du GraalVM natif, et d'autres performances dans des chiffres assez similaires pour de Node, Go, .NET et Python. Et en fait, si on compare avec un processeur AMD qui, lui, en fait, a deux cœurs, bah, les performances sont légèrement différentes, alors, mais pas fort différentes, un tout petit peu meilleures. Je ne vais pas aller dans le détail de pourquoi certains programmes Java sont plus rapides à certains moments donnés. Il faut bien comprendre que le Java s'optimise avec le temps, ce qui n'est pas le cas d'autres langages. Donc, un programme Java, plus longtemps il va tourner, plus rapidement il va tourner. Donc, voilà. Où j'en étais. Bon, je vais retourner dans la présentation, si je fais bien. Donc, en fait, comme je vous ai montré, on peut faire tourner à peu près ce qu'on veut dans les processeurs ARM. Et ça marche très très bien. Je vous ai déjà fait la démo. Et donc, en fait, pour migrer les applications vers ARM, finalement, il y a peu à faire, sauf des programmes qui se compilent en code natif, des programmes C, C++ qu'il faut recompiler. C'est aussi le même problème au niveau des containers Docker. Les containers Docker doivent être recompilés, simplement recompilés sans changement, pour fonctionner sur des processeurs ARM. Donc, en résumé, qu'est-ce que l'on a vu aujourd'hui? Euh, En fait, je vous ai montré que la problématique des serveurs Kubernetes, des processeurs et des data centers était la même. Dans Kubernetes, qu'est-ce qu'on veut? On veut essayer de faire tourner le plus possible d'applications en parallèle sur une même machine virtuelle ou sur un groupe de machines virtuelles. Dans le cas d'un processeur, ce qu'on veut, c'est faire tourner, pour des processeurs cloud natifs, faire tourner le plus possible de VM en parallèle sur un certain nombre de cœurs. Et donc, plus on a de cœurs, mieux c'est. Je vous ai aussi ah oui, j'ai oublié une chose parce que je me dépêche. Euh, j'ai oublié de vous montrer aussi la performance au niveau de l'énergie. Donc en fait, il y a une grosse différence aussi au niveau de l'énergie. Un processeur RM est un processeur, bon, c'est des slides qui viennent de chez Ampère, mais un processeur RM est un processeur qui consomme très peu que votre téléphone. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que, vous voyez les grandeurs, c'est à peu près 2,5 fois plus de performance par rack. C'est en 2,8 fois moins de performance pour un seul processeur. Donc en fait, c'est des processeurs qui consomment énormément peu d'énergie.
Et ce que je veux vraiment insister, c'est qu'en fait, il y a vraiment deux choses qui sont importantes pour les processeurs. Le prix qu'on paye pour ces processeurs et aussi l'énergie consommée pour chacun de ces processeurs. Et donc, c'est comme une voiture électrique. Est-ce qu'on veut une voiture qui coûte cher et qui consomme peu? Est-ce qu'on veut, etc. Et donc, euh, quel est le bon compromis? Et ici, on voit que dans le cas des processeurs ARM, c'est des processeurs qui coûtent finalement relativement bon marché et qui consomment très peu d'énergie. Donc voilà, c'est vraiment le message que j'essaie de vous faire passer. Dans le cas d'OKE, je vous ai aussi montré que OKE est un système qui permet d'utiliser Kubernetes de façon plus simple, de façon plus naturelle et qui permet finalement de démarrer plus facilement avec du Kubernetes dans notre cloud. Et si vous voulez en apprendre plus sur OKE, il existe une nouvelle formation qui date de mars 2024, qui va beaucoup plus dans les détails que ma petite présentation aujourd'hui sur Kubernetes, et donc qui va vous montrer, qui va vous apprendre comment utiliser Kubernetes dans le cloud Oracle. Et si vous passez la certification, bah, vous allez avoir un joli badge OKE Specialist Badge. Voilà. Donc, je vois que mon temps est passé, il me reste quelques secondes. Euh, voilà quelques liens que vous pourrez avoir après la présentation. Et merci pour votre attention.